Eh bien, merci beaucoup pour ces mots d'introduction. C'est vrai qu'on travaille depuis très longtemps ensemble. Ah, je vais me mettre vers le micro. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de la Société des Amis des Universités, Mesdames, Messieurs, eh bien, c'est un plaisir de vous présenter ce nouveau domaine de l'astronomie qui a pris son essor. Il y avait déjà avant des chercheurs qui s'intéressaient évidemment aux planètes extrasolaires, mais ils étaient limités essentiellement à faire de la théorie avant les premières découvertes. Alors, il y a eu un nombre de choses qui se sont passées au cours des dernières 20 ans, que, comment dire, je vais évidemment faire un choix et je vais vous parler évidemment plus particulièrement de ma propre approche, à savoir ce qu'ils appellent la spectroscopie Doppler, à savoir la mesure des oscillations des étoiles créées par les exoplanètes. Alors, comme le titre l'indique, on n'est pas les premiers à s'intéresser à cette question. C'est une très ancienne préoccupation de l'humanité, évidemment forcément au début par des philosophes. Vous avez une lettre extrêmement célèbre d'Épicure, voici plus de 2000 ans, dans lequel il dit « les mondes de même sont en nombre infini, aussi bien ceux qui ressemblent aux nôtres que ceux qui en diffèrent ». Et un peu plus loin, dans la même lettre, il dit « les êtres vivants, les plantes et toutes les autres choses visibles pourraient ou non exister dans tel monde et ne le pourraient pas dans tel autre ». Alors c'est déjà très intéressant. D'abord, on a prouvé les premières 3 lignes. On n'a pas encore prouvé la deuxième partie de ces affirmations. On en est même relativement loin, quant à moi, je pense. C'est très difficile à prouver pour l'instant. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir que autant il est affirmatif dans les 3 premières lignes, autant il réalise déjà que tous les mondes pourraient ne pas être peuplés. Il prend déjà des précautions face à cette seconde affirmation. Alors voilà, ça c'est pendant les 2000 ans qui ont suivi, l'histoire de la pensée s'est continuellement préoccupée de cette question. C'était pas du tout, ça n'a pas été du tout oublié. On trouve des références des philosophes, théologiens et autres au cours de ces 2000 ans. Il y a eu des moments meilleurs que d'autres. Évidemment, la fin du XVIe siècle avec le Giordano Bruno qui est brûlé à Rome, mais pas uniquement pour ça, c'était pas ça l'unique raison pourquoi il a eu des malheurs. Plus tard, il y a eu Galilée et tout, mais globalement, c'est relativement un épiphénomène dans toute cette histoire de la pensée. Par exemple, vers 1200, l'archevêque de Paris demande que soit enseignée en Sorbonne l'hypothèse de la pluralité des mondes. Donc c'est juste pour dire que cette idée a été très présente au cours de la pensée. Alors évidemment, moi je ne vais pas vous parler beaucoup plus d'histoire de l'astronomie ce soir, mais plutôt de ce qui s'est passé depuis. Et donc, voilà. Quand on prend un télescope moderne, qu'on regarde un tout petit morceau des régions centrales de la Voie lactée, voilà ce que l'on voit. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'étoiles plus ou moins similaires à notre Soleil. Certaines sont plus légères, certaines sont plus massives et tout. Et pour reprendre les préoccupations, disons, d'Épicure, mais avec des termes modernes, on se pose la question, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de ces planètes, de ces étoiles? Comment dire, on sait qu'il y en a 7 ou 8 qui tournent autour de notre Soleil. Qu'est-ce qu'il en est autour de toutes ces étoiles ici? Alors voilà, ça c'est la question de base. Combien de planètes? Alors si on regarde à quoi ressemble la Voie lactée, alors je ne peux pas vous montrer une photo de la Voie lactée ici, ce n'est pas ce qu'on est dedans, mais si on imagine une autre galaxie, enfin pas si on imagine, si on photographie une autre galaxie spirale, on sait que la nôtre est de la famille des galaxies spirales, on voit une galaxie qui a cette forme-là, c'est quelques 200 milliards plus ou moins similaires à notre Soleil, et le contraste n'est pas extraordinaire. Vous voyez autour ici, tout le long des bras spiraux, vous voyez des petites taches, vous voyez peut-être mal, des petites taches roses qui sont évidemment à cette échelle
Ce n'est pas des étoiles, vous ne pouvez pas voir les étoiles ici. Par contre, c'est des grands nuages de gaz ionisés en particulier. Et quand je dis grands, c'est des nuages de l'ordre de 100 000 fois la masse du Soleil. On y reviendra. Alors maintenant, ces philosophes parlaient de la pluralité des mondes. Les philosophes, tout au cours des 1000 ans, se sont préoccupés de cette question. La science-fiction au début du XXe siècle fantasmait sur les habitants de Mars ou d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en était des astronomes? Et contrairement aux idées reçues, les astronomes pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires ou peu dans la galaxie. Ça, c'est un diagramme qui montre le nombre estimé de systèmes planétaires en fonction des années, quand on lit la littérature avec des très grands noms. Sir Jeans, qui était à Cambridge, un très très grand astronome, Shapley, qui était directeur de l'observatoire de Harvard, etc. C'était, comment dire, des autorités dans la mer, et le nombre estimé de systèmes planétaires jusqu'en 1943 est estimé être négligeable. On ne peut pas dire zéro tout le temps, comment dire, mais peut-être au plus quelques-uns. Donc, et c'est seulement à partir des années 40 que les idées changent d'une manière drastique, et on passe tout d'un coup brutalement, les astronomes, ils n'ont pas peur des grands changements, hein, comment dire, on passe à des nombres qui sont de l'ordre, oui, hein, on a le droit de changer d'avis hein, en science, hein, Russell, hein, un facteur 10 puissance 9, là, comme ça. Et donc là, on arrive à des niveaux de 1 milliard, 10 milliards de planètes, de systèmes planétaires dans la galaxie. Voilà. Alors donc, les observations maintenant sont largement, encore, je ne les ai pas portées ici, mais sont largement à ce niveau-là. En fait, j'ai tendance d'ironiser un tout petit peu sur les travaux de ces illustres ancêtres, enfin de l'astronomie. Kant et Laplace avaient déjà vu que la formation des planètes devait se faire dans une nébuleuse, puisque toutes tournaient dans un même plan et toutes tournaient dans un même sens. Simplement, il fallait savoir d'où venait cette nébuleuse. Et c'est ce qui manquait, en fait. Évidemment, on peut postuler qu'il y a une nébuleuse qui donne naissance, mais quelle était l'origine de la nébuleuse? Et ça, c'est justement le coupable, c'est Sir Jeans, qui, quand il a voulu trouver l'origine de cette nébuleuse gazeuse, avait dit la manière de la faire, c'est quand il y a un passage proche d'une étoile qui passe très près d'une autre, ça arrache une partie de l'enveloppe qui forme un disque après autour de l'étoile. Simplement, l'idée est tout à fait bonne, simplement la probabilité quand tel événement arrive est négligeable. Et quand je dis négligeable, sur les 200 milliards d'étoiles pendant 10 milliards d'années, la probabilité est proche de zéro. Et d'où les probabilités extraordinairement basses qui étaient énoncées. Dans cette vision-là, on voyait le système solaire comme étant, comment dire, quelque chose d'absolument exceptionnel. Et alors, pourquoi les idées ont changé? Bon, il y a différentes raisons, mais je ne vais pas toutes les dire. Une des raisons, eh bien voilà, ça c'est la nébuleuse d'Orion, ce gros nuage de gaz, 100 000 fois la masse du Soleil, qui ne se trouve pas très très loin à l'échelle de la galaxie de chez nous. On peut la voir avec des bonnes jumelles, etc. Et en fait, ce que l'on sait depuis pas si longtemps, moins d'un siècle, c'est que les étoiles n'ont pas toutes été formées au même moment. C'est assez étonnant. On savait bien qu'elles s'étaient réparties, disons, dans une vision un peu simpliste, jusqu'à l'infini. Par contre, on n'avait pas réalisé qu'il pouvait y avoir encore des étoiles qui se formaient. C'est vers 1940 que cette idée a émergé. Et donc, il y a encore des étoiles jeunes qui continuent à se former. Et ça, c'est un site de formation d'étoiles. L'effondrement du gaz de cette grande nébuleuse va former des grumeaux, je dirais, des endroits plus denses qui donnent naissance à des étoiles. Et donc, dans cet endroit-là, il y a des nouvelles étoiles. Et il y a 20 ans, eh bien, le télescope spatial, enfin plutôt animé par des astronomes, comment dire, regarde la nébuleuse d'Orion, regarde un certain nombre d'étoiles jeunes qui se trouvent devant la nébuleuse. Alors, quand je dis étoiles jeunes, c'est quoi? C'est des étoiles qui ont de l'ordre
du million d'années, quelques millions d'années, 1, 2, 3 millions d'années. Alors vous me dites jeune million d'années, en fait il faut le comparer à l'âge du système solaire qui a 4600 millions d'années. Donc c'est des étoiles qui sont 1000 à 2000 fois plus jeunes que notre Soleil. Alors, il pointe le télescope spatial sur certaines de ces étoiles qui sont sorties un peu de la zone de formation. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit ça. Ça, c'est des photos agrandies, évidemment, de certaines de ces étoiles, qui sont toutes entourées d'un disque d'accrétion, c'est-à-dire d'un disque, lors de l'effondrement du gaz, il y a évidemment la turbulence est amplifiée, le coup de la danseuse qui ramène ses bras, qui se met à tourner de plus en plus vite, eh bien, il y a une partie de la matière qui se met à tourner trop vite autour de l'étoile jeune pour être tombée tout de suite. Elle forme un disque. Et c'est ce qui manquait à Sir Jeans. C'était l'origine de la formation de ces nébuleuses. Et alors là, c'est exactement la situation inverse de la situation de Jeans. Si le phénomène qu'il invoquait était extraordinairement rare, ça c'est l'opposé. Toutes les étoiles subissent ce phénomène, plus ou moins gros, la turbulence va créer des disques plus ou moins forts et tout, mais ça veut dire que la conséquence immédiate de cette observation, c'est que des planètes, il doit y en avoir partout. Des systèmes planétaires, il doit y en avoir partout. C'est un sous-produit obligatoire de la formation des étoiles elles-mêmes. Alors évidemment, elles ne vont pas toutes être identiques. Le disque peut être plus ou moins massif, etc. Il peut y avoir de grandes différences sur le détail, mais la formation de systèmes planétaires est un sous-produit obligatoire de la formation des étoiles elles-mêmes. Je donne un petit coup de chapeau, au passage, à quelqu'un qui n'est pas si connu que ça, qui est Victor Safronov, qui en 1969 a écrit un livre qui décrivait les pas successifs qui conduisaient depuis des grains, des molécules, des poussières jusqu'à la formation d'une planète. Alors il y a des pas difficiles. Coller des grains de poussière par force moléculaire, ça va encore bien. Commencer à coller du gravier, c'est pas terrible. Des blocs de 1 mètre, moi j'ai jamais vu comment les blocs de 1 mètre se coller. Donc voilà, il y a des pas difficiles dans toute cette théorie. Quand les planétésimaux deviennent assez grands, la gravitation aide pour former des objets plus massifs. Et ça, c'était formulé il y a 50 ans environ. C'est assez étonnant de voir que la théorie dominante, qui a été, évidemment, il y a eu énormément de travail qui ont été fait depuis, eh bien, a été formulée il y a une 50aine d'années. Alors, quelle est la technique qui est utilisée pour les détecter? En fait, le contraste de lumière entre l'étoile qui produit de l'énergie et la planète est terrible, absolument terrifiant. Si vous regardez un système planétaire à une certaine distance, vous allez être complètement ébloui par la lumière de l'étoile et vous ne pourrez pas voir ce infime petit grain qui réfléchit la lumière. La planète ne produit pas de lumière. Alors prenez le système solaire. Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire. Elle ne réfléchit que 1/1000e de la lumière du Soleil. Donc si vous étiez à une certaine distance, vous voyez bien la difficulté du problème. On y reviendra à ce problème d'imagerie, comment essayer de vaincre ce problème-là. D'où des méthodes indirectes. Et donc, si vous avez l'étoile ici, la planète ici, vous ne la voyez pas, la planète. Par contre, si vous mesurez la vitesse de l'étoile, eh bien vous verrez, je ne sais pas si je peux, je vais revenir en arrière, et voilà. Si vous arrivez, c'est parfait. Pour moi, pas, mais pour le public, oui. Et donc, on voit que l'effet Doppler va faire osciller les fréquences. Voilà. Parfait, bravo. Comment dire, ça va faire osciller les fréquences émises par l'étoile et qui sont marquées de petits traits noirs dus à des transitions atomiques. Et donc, on peut mesurer avec très grande précision ces transitions atomiques. Le problème, juste pour voir, la transition atomique
Elle est donc produite par différents phénomènes dans l'atmosphère d'étoiles. Ce que l'on mesure, les oscillations qu'on mesure, sont parfois à l'extrême de l'ordre de 10 000 fois plus petits que la largeur de l'array. Donc voilà, toute la difficulté, c'est de construire un appareil qui est capable de mesurer d'infimes petites variations de la vitesse des étoiles. Pourquoi? Simplement, la Terre est 300 000 fois plus légère que le Soleil. Elle ne fait pas beaucoup bouger le Soleil. Voilà, enfin, gros, c'est ça l'idée. Alors, donc, comme elle a été dit dans l'introduction, voici 25 ans à peu près, le directeur de l'Observatoire de Haute-Provence avait demandé de développer à un opticien de Marseille et à moi un instrument qui était une sorte de copie de cet instrument qu'a évoqué Jean-Louis, qui est un Coravelle, un spectro à corrélation. Donc, quand on dit corrélation, ça veut dire qu'on utilise des milliers de rayons en même temps pour mesurer parce que autrement, il n'y a pas assez de photons pour faire la mesure. Et l'Observatoire de Haute-Provence construit ce spectrographe en collaboration avec l'Observatoire de Genève. Et cet instrument utilise la corrélation et construit pour être très stable, et tout d'un coup, au moment où on le met en service, on découvre que la précision qu'il délivre est 20 fois meilleure que ce qu'on avait avec Coravelle. Et tout de suite, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'on ne pouvait pas faire avant? Et la première idée, c'est chercher les compagnons les plus faibles des étoiles solaires. Et il y a deux types de compagnons faibles. D'une part, des naines brunes, ces sortes d'étoiles avortées qui ont une masse insuffisante pour amorcer le réacteur nucléaire qui se trouve dans leur centre, ou alors des planètes géantes. On suit deux lièvres à la fois. On dit que ce n'est pas bien, dans ce cas-là, ça a payé. Et donc, la surprise, c'est que très vite, on découvre, en quelques mois, on les mesure, mais pas continu, c'est quelques semaines au cours de ces mois, on découvre ces drôles d'objets qui a la masse à peu près de la moitié de la masse de Jupiter, mais qui tourne en 4 jours autour de l'étoile. C'était complètement contraire à la théorie de la formation de Safronoff. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de grains de silicate pour former un objet aussi lourd que ça. Donc, pour former un Jupiter, il faut agglomérer de la glace. Or, la glace n'existe que loin des étoiles, donc la période des planètes doit être longue. Alors, Jupiter, ça va bien. 10 ans, ça allait bien. 12 ans. Saturne, 30 ans, encore mieux, etc. C'était en accord avec la théorie. Et là, vous trouvez un Jupiter qui frôle. C'est un peu imagé, mais comment dire, qui est à 8 fois le diamètre de l'étoile. 1500 degrés dans l'atmosphère. Pas du tout, comment dire, existant à un endroit où c'est évident qu'il n'y a pas de glace. Comme ça, il n'y a en tout cas pas assez de grains de silicate pour former, ou de métal pour faire une telle planète. Alors, quel était le problème? Est-ce que c'était un nouveau objet de l'astronomie? Est-ce que c'était un autre phénomène physique? Voilà, c'était la question. On a publié ce résultat sans savoir exactement la réponse, et pourtant la réponse existait. Elle existait depuis 15 ans dans la littérature, simplement elle était appliquée plutôt à la capture de petites galaxies dans le disque des grandes galaxies disques comme la nôtre. Comment dire, parce que vous mettez un point massif dans le disque de notre galaxie, il va évoluer et se rapprocher du noyau de la galaxie. Et les auteurs, qui étaient des gens très importants, Goldreich et Tremen, disaient dans l'abstract, Jupiter n'est pas né à l'endroit où il est. Et jamais personne n'avait tiré les conséquences qu'ils auraient dû en tirer, et entre autres pour les techniques observationnelles. Et donc, on se trouve avec cet objet-là, comment il s'est formé, comment il est venu à l'endroit où il est, s'il a bougé. Et donc, je ne vais pas faire toute la théorie de la migration orbitale, mais c'est une des choses importantes qui est sortie de cette première découverte, c'est le fait que les planètes, c'est un ingrédient physique qui doit être pris en compte dans la formation des systèmes planétaires. Alors ça, c'est une simulation, ce n'est pas une vraie photo. C'est une simulation hydrodynamique. Si vous plongez une planète dans le disque de gaz et de poussière, elle va perturber, elle va créer aux résonances, elle va créer des sortes d'excès de gaz et de poussière. La masse de ces bourrelets va réagir et affecter l'orbite de la planète. Et si on fait le calcul là-dessus,
finalement, la planète va se rapprocher en vidant toujours une sorte de corridor comme ça. Voilà. Donc, c'est de la mécanique newtonienne. Il n'y a aucune manière d'y échapper. C'est un phénomène qui existe. Après, on peut discuter sur les détails. Hein. Après, ça va devenir plus compliqué. Pourquoi elle s'arrête tout près de l'étoile, elle ne va pas tomber dedans, etc. Il y a beaucoup de questions. Mais ça, c'est le phénomène de base. Les planètes, quand elles se forment, elles migrent, elles se rapprochent de l'étoile et elles ouvrent des corridors tels qu'on le voit ici. Alors maintenant, je fais un saut de presque 20 ans, 19 ans, et je vous amène à 5000 mètres d'altitude sur l'altiplano chilien, où il y a un interféromètre qui travaille dans les ondes radio submillimétriques ou millimétriques, comme ça. 60 antennes de 12 mètres de diamètre à 5000 mètres d'altitude. Une superbe collaboration qui groupe des Américains, des Européens et le Japon. On peut reconfigurer la géométrie de l'interféromètre, c'est-à-dire qu'on peut soit les grouper énormément, toutes ces antennes, soit les diluer sur 14 km. Et donc, évidemment, quand vous êtes avec une base aussi large, vous avez un pouvoir de résolution, donc une capacité de voir des détails qui est absolument exceptionnelle. Cet instrument, qui vient d'être mis il y a quelques années en service, est aussi bien pour la cosmologie, la formation des galaxies, l'étude de la formation des étoiles, et évidemment, les planètes, c'est qu'un tout petit domaine d'application de l'interféromètre. Alors, la fin de l'année dernière, certains collègues ont utilisé cet outil, donc toutes les antennes regardent dans la même direction, pour regarder une région du ciel où il y avait une région de formation stellaire. Pas aussi grande qu'Orion, très petite, comme seulement une ou deux étoiles jeunes, comme ça. Ils regardent ici, là-dedans, avec l'interféromètre, et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, il y a une étoile jaune ici, très jeune, comme ça, et quand on regarde avec les lunettes grossissantes de l'interféromètre, voilà ce qu'ils voient. C'est exactement ce qui était prédit par la théorie. Ça, c'est une étoile jaune avec des planètes en formation qui sont en train d'ouvrir des corridors. Donc, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui se forment en même temps. Comme ça, c'est extraordinaire de pouvoir avoir la résolution et maintenant de pouvoir voir quelque chose d'analogue. Et c'est le début. Ça a été publié au mois de décembre. Alors, est-ce qu'on peut les voir? Alors, les voir, c'est comme je vous ai dit, le problème du contraste, il est terrifiant. Il est terrifiant. Il y a eu des premières découvertes qui ont été faites, qui sont ici, donc il y a environ 10 ans, mais c'était toujours des objets particuliers, soit des très grosses planètes, à la limite de ce qui n'est peut-être pas des planètes, 10, 20, 30 fois la masse de Jupiter, qui se trouvaient souvent à des grandes distances, 60 fois, 70 fois, 70 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Donc, oui, on croit que c'est des planètes, mais elles ne sont peut-être pas du genre de celles qu'on a dans le système solaire, des objets plus massifs. Mais c'était déjà un très beau travail. Et puis, évidemment, comme vous savez, l'Europe est dotée d'un outil absolument fantastique, qui est l'observatoire de Paranal, donc dans le désert d'Atacama, au Chili, avec 4 télescopes de 8 mètres de diamètre. Quand on dit 8 mètres, qu'est-ce que c'est? Le diamètre du miroir principal. Donc, c'est absolument des outils fantastiques, colossaux. Il y a aussi quelques plus petits télescopes autour. Et comment dire, alors ces instruments, ils sont équipés de beaucoup d'instruments qui peuvent faire beaucoup de choses et tout. Et récemment, un consortium dirigé par des collègues de Grenoble ont construit un imageur pour essayer, de nouvelle génération, pour essayer de voir des planètes. Alors, je vous montre, voilà. Alors, c'est pas très beau, comme ça. Ça, c'est la coupole, mais vue avec un grand angle qui détord tout. Il y a le télescope ici, il y a un miroir de 8 mètres qu'on ne voit pas là, à l'intérieur. Et ça, c'est cet instrument qui a été mis en service l'année passée. Il s'appelle Sphère. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de résultats. Malheureusement, ils sont tous en cours de publication et ils n'ont pas voulu m'en donner pour vous les montrer. Mais je vais vous montrer juste un ou deux résultats
qui sont un petit peu des figures, comment dire, qui ont été mises pour montrer que ça marchait. Alors, par exemple, il y a une étoile très brillante du ciel qui s'appelle Iota Sagittaire. Comment dans les constellations, alpha c'est la plus brillante, bêta la suivante. Donc ça c'est une étoile brillante qu'on voit à l'œil nu, hein, ça c'est comme ça. Et elle a un compagnon qui est 4000 fois moins brillant et qui se trouve à 0,24 secondes d'arc de l'étoile. Alors, juste pour... Évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose, hein, ça. Alors, imaginez une lampe à arc hyper puissante qui se trouve à 100 mètres de vous et un petit truc lumineux, 4000 fois moins lumineux, qui se trouve à 1/10 de millimètre. Et ben voilà, ça c'est l'équivalent à notre échelle, disons, de la difficulté. Et regardez, ils ont, par des ruses optiques incroyables, ils ont réussi à éteindre la lumière de l'étoile pour pouvoir voir le compagnon qui est à côté. Ça, c'est la clé de ce genre de technique, cacher la lumière de l'étoile, bloquer la lumière de l'étoile par des ruses optiques de manière à voir des objets très faibles. Alors ça, c'est encore plus spectaculaire. Hein. Voilà. Alors cet instrument marche d'une superbe matière. C'est évidemment un des domaines majeurs de la planétologie, de l'exoplanétologie. Ça veut dire, regardez le même objet qui s'appelle GQ Lupi, qui était mesuré il y a 20 ans. Et voilà l'image qu'il y avait à 20 ans avec l'imageur de cette époque, ce qui était déjà bien, on le voyait déjà, hein, l'objet ici. 10 ans après, 2004, il est là. Ça, ce n'est pas la dimension de l'étoile, hein, c'est juste des déformations de l'optique et tout. Et puis voilà sphère actuellement, avec la séparation 0,24 secondes d'arc. Vous voyez, on a même, je dirais, encore de la marge pour des découvertes futures. Hein. Donc voilà, et ça, c'est des premiers résultats préliminaires. Je suis sûr, dans les mois suivants, on va voir sortir des tas de choses intéressantes. Alors maintenant, abandonnons le désert d'Atacama, revenons un tout petit peu plus au sud, à 600 km au nord de Santiago, dans un vieil observatoire, entre guillemets, qui date d'il y a 50 ans, observatoire européen, qui est le premier observatoire de cette organisation merveilleuse qui est l'ESO. Sur la crête de la montagne, vous avez tout un nombre de télescopes, dont le plus grand ici a seulement, par rapport au standard moderne, seulement 3,60 m de diamètre. C'est à 2400 mètres d'altitude, c'est pas extrêmement élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a découvert qu'il y avait des planètes, on a découvert qu'il y a ce phénomène physique de migration des orbitales, mais on a trouvé, déjà au cours des 20 dernières années, beaucoup plus. En particulier, la diversité des systèmes planétaires. Notre système planétaire est de loin pas un modèle unique dans l'univers. Alors regardez cette figure qui demande à être expliquée. Ici, c'est la forme de l'orbite, ce qu'on appelle l'excentricité orbitale. Et ici, c'est la séparation en unité distance Terre-Soleil. Donc la Terre serait pratiquement circulaire ici. Jupiter serait ici pratiquement circulaire à 5 unités astronomiques, etc. Toutes les grandes planètes du système solaire sont pratiquement sur des orbites circulaires. Circulaire, ça veut dire excentricité zéro. Hein. Donc voilà, les objets du système solaire sont là. Les exoplanètes que l'on découvre, c'est exactement l'opposé. Vous voyez, l'essentiel des orbites sont très allongées. Donc, il y a des cas extrêmes, des orbites de 0,93, des objets, une orbite qui est comme ça. Hein. Des planètes comme ça, on n'en les a pas dans le système solaire. À part ça, il y a aussi toutes ces planètes qui sont à petite masse, mais qui sont en orbite circulaire ou quasiment circulaire, mais qui sont tout près de l'étoile. On découvre maintenant des planètes qui tournent en 8 heures autour de l'étoile. Voilà, donc c'est juste pour dire la diversité des systèmes planétaires, c'est quelque chose de majeur qui a été découvert et qui montre la complexité des mécanismes de formation qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne pouvait le penser avant. Bon alors, maintenant j'aimerais dire quelques mots de la recherche des tout petites planètes. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une chose qui m'a occupé un peu ces dernières années. Donc, on travaille avec le télescope de 3,60 m du Chili, il est là-dedans. Donc, je vous rappelle, 3,60 m, c'est la dimension du miroir.
comme ça. On a construit un nouvel instrument qui est juste quand même, comment dire, ça mérite d'être appelé. Il a été financé par moitié par la France et par moitié par la Suisse. Hein. Donc, de temps en temps, ces organisations internationales émettent des appels d'offres, dit qui aimerait réaliser un instrument qui a telle caractéristique. Voilà le cahier des charges, voilà la précision qu'on attend. Si vous arrivez à le faire, eh bien, on va vous payer. On va vous payer comment? Donc, tout le matériel et les personnes qui ont travaillé pour le construire, comment dire, ça, c'est vous qui le payez. Par contre, quand c'est fini et que ça marche, vous recevez quelque chose en retour. Vous ne retrouvez pas de l'argent, on est payé en nuit de télescope. Et là, dans le cas particulier, ça a très bien marché et on a été payé sous la forme de 500 nuits de télescope de 3,60 m, ce qui est colossal, absolument colossal. Comment dire, à rendre jaloux tous nos collègues hein, d'avoir autant de temps, parce que les attributions de temps ne sont jamais si généreuses normalement. Alors voilà, donc ça a été aussi la clé du succès. Bon, d'une part la qualité de l'instrument, mais aussi ce contrat très généreux qui nous a été octroyé avec un nombre de nuits colossal. Ça, c'est une image qui cherche à montrer, à illustrer les progrès au niveau de l'instrumentation qui ont été faits au cours des 20... On a vu en imagerie, hein, au cours des 20 ans, qu'est-ce qui s'était passé. En effet Doppler, ici, ça c'est la masse des planètes découvertes, la masse de la Terre, 10 fois la masse de la Terre, 100 fois la masse de la Terre, 1000 fois la masse de la Terre, ici. Hein. C'est une échelle terrible, là, ici, comme ça. Alors, ça c'est 51 Pégase. Et vous voyez, à partir de là, ça a été la foire de découverte. Actuellement, on en est à peu près à 2000 hein, qui ont été découvertes. Alors ça, c'est une chose. Bon, d'une part, voilà, le nombre d'objets qui nous renseigne énormément sur beaucoup de phénomènes, mais aussi, regardez l'enveloppe inférieure, on passe de 150 fois la masse de la Terre ici à 1 fois la masse de la Terre ici. Et ça, c'est des progrès de l'instrumentation. Et un petit peu aussi des stratégies de mesure. Alors, je ne vais pas vous montrer les 2000 planètes, mais je vous en montre juste une ici. Donc, je vous rappelle, quand vous avez une étoile, une planète qui tourne autour, vous avez l'étoile, le centre de gravité, enfin, l'étoile va être perturbée dans son mouvement, elle va se rapprocher de vous, elle va s'éloigner, elle va se rapprocher de vous, etc. Donc, elle va avoir, si on met la vitesse et le temps, elle va avoir une courbe comme on avait vu avant, pour 51 degrés. Si vous avez deux planètes, une qui est à courte période et une à longue période, le chemin va être quelque chose comme ça. Donc, il y a une petite oscillation sur une grande oscillation plus lente. S'il y a 7 planètes, bon, je n'arrive pas à vous montrer qu'est-ce que ça fait, mais là, ici, voilà, nuit après nuit, chaque petit point rouge, c'est une pause du télescope. Vous avez une collection de mesures sur combien? 2000 jours, ici, hein, comme ça. Et vous allez dire, qu'est-ce qui se cache là derrière? Bon, à l'œil, on voit qu'il y a quelque chose de long comme ça, mais il y a beaucoup plus que ça. On voit que ça bouge beaucoup, hein, ici, les points rouges ici. Donc, on est obligé de laisser l'ordinateur se débrouiller. Ce n'est pas facile, hein, il y a beaucoup de paramètres libres. Et quand il a fait son travail, il sort qu'en fait, là-dedans, il y a 7 planètes qui tournent comme ça. Depuis là, il y a même des gens qui ont rediscuté les mesures, ils en rajouteraient encore peut-être une ou deux, c'est encore contesté. Voilà, ça c'est l'idée, on trouve des systèmes planétaires. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il y a des planètes qui sont extrêmement serrées, qui tombent très très serrées au milieu, au point que ça nous inquiète, parce qu'une condition minimum, c'est que le système soit stable dynamiquement. C'est clair que si l'interaction entre les planètes est telle que ça les éjecte, vous n'avez aucune chance d'avoir vu un tel système. Alors, nous, on collabore avec Jacques Lascar, qui est dynamicien à Paris, et comment dire, évidemment, il a lancé ses ordinateurs, ses batteries d'ordinateurs pour simuler ce système et voir ce qui se passait. Et catastrophe, eh bien, il n'était pas trop stable. L'excentricité des planètes intérieures subissait des variations énormes. Alors, il a dit, on va peut-être raffiner un tout petit peu le modèle. Il a rajouté des corrections de relativité générale. Donc, plus on s'écarte de la dynamique newtonienne, ça améliore un petit peu.
il a rajouté les effets de marée entre étoiles et planètes, et miracle, c'était stable. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des tas de sous-produits qui sont comme ça. Bon, on peut se poser la question comment le système s'est formé si marginalement près de la stabilité. Voilà. Et là, ça c'est la simulation de Jacques Lascar. Chaque petit point bleu, c'est un point tous les 50 000 ans. Les points jaunes idem, parce que chaque fois des couleurs différentes par planète, etc. ici. Et on voit que cette planète, elle oscille un peu en excentricité, mais pas trop ici, etc. Donc, voilà. Il y a des gens qui savent faire ces choses-là pour étudier, c'est une condition importante, la stabilité des systèmes. Alors, je ne vais pas dire tout ce qu'on a trouvé au cours de maintenant presque 15 ans de mesures, 12 ans de mesures avec ARPS, des milliers de nuits, des centaines de nuits. Alors, le but, c'est, dans un plan masse-période de rotation, d'essayer de calculer combien on trouve de planètes dans chaque région de ce plan. En gros, pour fournir aux théoriciens des outils pour contraindre les mécanismes de formation planétaire. Alors d'abord, la première chose qu'on voit, ça c'est une fois la masse de la Terre, 10 fois la masse de la Terre. On voit qu'on trouve un nombre de planètes qui sont entre 1 et 10. C'est très intéressant. Dans le système solaire, il n'y a aucune planète dans cette gamme de masse. Alors que c'est apparemment presque le prototype de planète le plus fréquent qu'on trouve autour des étoiles solaires. Bon, on est spéciaux. Hein. Voilà. Alors donc, on peut calculer, on corrige un petit peu des probabilités de détection et tout. Et puis après, on essaye de donner ça à nos collègues qui savent mettre dans l'ordinateur la physique qui explique la formation planétaire. Alors, qu'est-ce qu'elle est? La migration, on en a parlé, la croissance de la masse, hein, l'accrétion, ça crée de la matière. Et puis, il y a encore un autre paramètre qui se cache là derrière, c'est la durée de vie des disques de gaz et de poussière. Parce qu'évidemment, c'est des disques qui n'existent pas ad aeternum, heureusement, parce qu'autrement, nous, on bougerait aussi. Comment dire, actuellement, ce disque, il se dissout, après, il disparaît. Donc, alors, comme dire, il y a des échelles de temps qu'on ne connaît pas, donc on règle les paramètres. Et puis, une fois qu'ils ont mis tout ça, donc là, on a la masse, 1, 10, 100, 1000 fois la masse du Soleil. Ici, on a la distance, 1/10 d'unité astronomique, donc la distance Terre-Soleil, etc., 10 fois la distance Terre-Soleil. Et après, on laisse tourner, et on voit que les planètes migrent vers l'intérieur, grandissent, grossissent en masse, et là, le temps se déroule, 3 millions, 4 millions, etc., d'années, voilà. Donc, les gens sont capables, disons, de produire un peu le peuplement du diagramme masse-distance par rapport à la physique. Ça marche ou ça ne marche pas, la comparaison entre les observations et la théorie, et c'est ce qui est utile. C'est ce qui permet de voir si on a compris comment se formait. Ça, c'est avec un modèle avec une planète à la fois. C'est pas, comment dire, après, ils en mettent plusieurs, planètes géantes, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Donc, actuellement, il y a ce dialogue qui s'opère aussi. Voilà, par exemple, il y a aussi des choses amusantes. Ça, c'est la distribution des masses des planètes qui sont les plus serrées dans notre échantillon. Incroyable. L'essentiel, c'est des planètes de 10 fois la masse de la Terre. Bon, ici on est complètement faussé parce qu'on n'a pas la sensibilité pour trouver. Donc là, il ne faut pas attacher d'importance à ce côté-là. Par contre, là, vous voyez, et ce trou-là, ou enfin ce manque ici, ça, on n'a aucun problème. Ces planètes-là, on les trouve plus facilement que celles-ci. Les planètes géantes, il n'y en a pas tellement que ça. Voilà, enfin, c'est juste pour dire un peu le dialogue entre observateurs et théoriciens. Comme on avait trouvé des planètes à très courte période, eh bien, immédiatement vient l'idée qu'il y a une chance qu'il existe des éclipses. Alors, on ne parle pas, dans ce cas-là, d'éclipse, on parle de transit. C'est-à-dire c'est quand la planète passe entre votre œil et l'étoile, cache un petit bout de l'étoile, et voilà. Alors, voilà en gros ce qui se passe. Ici, vous avez une étoile, la planète qui passe, l'astronome regarde, et avec un télescope, il ne voit pas ça parce qu'il n'est pas capable de résoudre le disque, il ne voit rien du tout. La seule chose qu'il peut mesurer, c'est la baisse de luminosité.
Et il voit que, évidemment, quand la planète est devant, il fait un peu plus sombre. Quand je dis un peu plus sombre, quand un Jupiter passe devant le Soleil, ça baisse de 1%, la lumière du Soleil. Quand la Terre passe devant le Soleil, c'est 1/10 de la luminosité du Soleil. Donc, c'est clair que c'est des éclipses, mais ce n'est pas très fort comme ça. Maintenant, c'est extraordinairement intéressant. Le contraste, la baisse de luminosité, c'est directement une mesure du diamètre de la planète, relatif à l'étoile, mais ça, on peut le mesurer autrement. Donc, l'effet Doppler vous donne la masse. Cette technique-là, les transits, vous donne la dimension. Pour calculer le volume de la sphère, vous avez accès à la densité moyenne et immédiatement, vous pouvez accéder à la composition moyenne interne. Vous commencez à faire de la géophysique, c'est peut-être pas le bon terme, le géo, il me gêne un peu, mais de la physique des intérieurs planétaires. Voilà. Donc, ça, c'est une technique de rêve pour continuer. Alors ça, c'est les mesures initiales. Ça, c'était la planète à 3,5 jours, qui a été détectée à l'heure voulue, prédite, à quelques minutes près. Nos collègues avec un télescope géant de 10 cm dans un garage, eh bien, arrivent à mesurer cet effet-là, et c'était le premier transit planétaire, voici 15 ans. C'était l'ouverture de tout un business comme ça, énorme, parce que nos collègues américains ont dit « Ah, mais depuis le sol, c'est pas facile, l'atmosphère terrestre et tout. Prenons le télescope spatial pour refaire le travail. » Et ça, c'est la courbe. Alors l'échelle, c'est pas plus profond, mais simplement on a changé l'échelle ici. Comment dire, le transit vu depuis l'espace. Regardez la précision, incroyable, absolument incroyable. Et comment dire, ça, c'était aussi au niveau de l'histoire de ce domaine, a été une observation critique. Encore en 2000, donc 5 ans après l'annonce de 51 Pégase, il y avait encore des collègues qui n'y croyaient pas, qui doutaient que c'était vraiment des planètes. Eh bien, ici, c'était la preuve formelle que c'était des planètes. La densité moyenne de ce premier objet, c'est 0,3 grammes par centimètre cube. C'est moins dense que l'eau. Saturne, c'est 0,7 grammes par centimètre cube. Donc, c'était la preuve absolue qu'il s'agissait de planètes géantes gazeuses. Mais immédiatement, vous vous dites, si on est capable de faire des mesures aussi bonnes que ça, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Parce que le télescope spatial n'était pas fait pour ça. Hein. Et donc, voilà, je vous rappelle, donc, Jupiter aurait fait ça, c'était une planète un peu plus grosse que Jupiter. Donc, la Terre, c'est 100 fois plus petit, hein, c'est tout petit. Est-ce qu'on est capable de mesurer ça dans l'espace avec un télescope, etc. Alors, d'une part, le CNES suggère à l'ESA d'envoyer un satellite qui s'appelle COROT, tout petit télescope de 20 cm pour faire ce travail, chercher des planètes. Plus tard, la NASA envoie un satellite plus ambitieux, 1 mètre de diamètre. Qu'est-ce qu'ils font, ces satellites? Ils regardent pendant 3 ans le même coin du ciel, avec un grand champ, 100 000 étoiles environ, d'un coup, en même temps, pour voir si il y a des variations périodiques de luminosité, comme ça. Et à la sortie, eh bien, COROT annonce la première découverte d'une planète rocheuse, 1,7 fois le rayon de la Terre, mais regardez, c'est 3/10 millième de contraste. C'est tout petit. Hein. Bon, évidemment, ça, c'est un cas facile, en sens que la période de rotation est plus petite que le jour. Donc, ça se répète très fréquemment. Donc, on peut additionner beaucoup de mesures et tout. Mais enfin, ça montre quand même que c'est possible. Et actuellement, c'est une chose que l'on fait, nous, comme dire, on collabore. Donc, le satellite américain Kepler a procuré une liste d'à peu près 4000 candidats. Gigantesque, absolument gigantesque. Bon, beaucoup sont trop faibles, on ne peut pas les mesurer, l'effet Doppler, ça ne va pas bien. Mais il y en a qui sont possibles. Et nous, on a construit un deuxième ARPS qu'on a mis dans l'hémisphère nord à La Palma, parce que ces sources sont malheureusement dans l'hémisphère nord. Donc il fallait construire un nouvel instrument qu'on a mis sur un télescope de 3,50 m aux Canaries. Et on met tout notre télescope, on a un accord avec les Italiens pour avoir 80 nuits par année. On met tout notre effort pour mesurer les cas les plus difficiles avec les petites planètes. Alors, évidemment, autour d'étoiles relativement brillantes, mais quand même pas si brillantes que ça. Et le résultat, c'est ça. Alors là, on voit le rayon fourni par Kepler, la masse
fournis par la vitesse radiale. Et regardez, alors là, la Vénus et la Terre sont là en bas. Et puis, il y a les objets K, Kepler 78, 78, Kepler 10b, Kepler 10c, etc., etc., Corot 7b ici, etc., plus des objets qui ont été mesurés depuis le sol ici. Et les gens qui sont capables de faire la physique des planètes, planétaires, peuvent vous dire, si on fait une planète qui est que de fer, eh bien, quelle est la relation entre la dimension, le rayon, et puis la masse? Évidemment, le fer va être compressible un petit peu, et donc une planète de fer, elle serait comme ça, la relation. Si vous prenez moitié de fer, moitié de silicate, vous avez cette courbe ici. Si vous prenez une composition comme celle de la Terre, vous avez la zone bleue. Et comment dire, c'est assez bien, hein? Ça va assez bien, c'est-à-dire jusqu'à 6 fois la masse de la Terre, tous les objets sont tout à fait compatibles avec des objets rocheux. Et puis ça se gâte à ce moment-là. On voit que c'est des planètes probablement comme du type Uranus-Neptune, des planètes de glace, simplement qu'elles sont venues tout près de l'étoile. Alors des planètes de glace qui se rapprochent de l'étoile, il leur arrive des problèmes. La glace va fondre, et c'est l'arrivée du concept de planète océan. Mais ce n'est pas des océans comme la Terre, hein, qui sont une fine couche à la surface d'un gros rocher. Ça, c'est vraiment l'essence, en tout cas peut-être une grande partie de la planète, qui est de l'eau. Alors, l'eau sous forme de glace pour certaines, même que c'est chaud, pourquoi? Parce que de l'eau à très, très haute pression forme des structures très, très complexes, des glaces qui sont des glaces chaudes, des glaces à 1000 degrés et tout, dans les profonds de ces océans-là. Donc, il y a des tas d'objets fabuleux de la physique qu'on ne connaît pas et comment dire, qui sont presque inéluctables. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire c'est autre chose. Hein, il n'y a pas assez de silicate pour faire ces objets massifs. Et comment dire, par contre, des planètes de 10 fois, 15 fois la masse de la Terre, comme Uranus-Neptune, on sait que ça existe, on sait que la migration existe, donc c'est pratiquement inéluctable qu'il existe des planètes, terminologie, planètes océans. On peut même peut-être rêver d'observation via les effets de marée entre la planète et l'étoile, des objets qu'on peut mesurer. Alors toujours, je reviens à mes... attendez, non, j'ai sauté... Non, ben voilà, il ne marche pas, tant pis. C'est pas grave. Alors, juste pour illustrer l'énorme apport qu'a fait le satellite Kepler, ça, c'est les découvertes de Kepler. Le rayon en fonction de la période. Regardez le nombre de planètes découvertes par ce satellite. Alors, il y a des couleurs différentes. Première saison, deuxième saison, troisième saison. Pourquoi les saisons? Parce que simplement, voilà, on analyse les données après un certain temps. Et puis, à mesure que le temps passe, on découvre des périodes de plus en plus longues, évidemment. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, les gyroscopes sont tombés en panne. Et donc, ça s'est arrêté. Et en particulier, pourquoi c'est dommage? Parce que les planètes habitables sont... Une année, c'est ici, la Terre, c'est là. Voilà. Alors, il y a des objets qui peut-être sont un peu plus massifs ou autour d'une plus petite étoile, mais en gros, il y a plus d'effets de coupure de presse, de press release, que d'objets réels qui sont dans ce cas-là. C'est un peu méchant ce que je dis là. Voilà. Bon, il y a à part ça un apport gigantesque de Kepler, c'est les systèmes des multitransits. C'est-à-dire, on trouve des étoiles où il n'y a pas qu'une planète qui tourne autour, mais il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Et si pour avoir 6 transits autour de la même étoile, il faut que les plans orbitaux soient incroyablement similaires. Autrement, ça ne marche pas. Et donc, là, actuellement, je ne sais pas combien, mais c'est gigantesque. Il y a un nombre, ça, ce n'est pas tout à fait à jour, je crois. Il y en a beaucoup plus maintenant encore qui ont été trouvés. Il y en a à peu près 700, je crois, de systèmes multiplanétaires. Et c'est riche d'enseignements, évidemment, sur la formation de ces systèmes. Ils sont très variés en caractéristiques. Et donc, ça, c'est, un apport énorme. Comment expliquer la finesse de ces disques
qui par ailleurs, dans certains cas, on trouve des cas, au contraire, qui échappent complètement à ce genre de situation. Voilà, donc ça, c'est des choses très actuelles. Les gens s'intéressent à ces objets-là. Alors, juste maintenant, pour regarder un tout petit peu du côté du futur, il y a un petit satellite, Khéops, qui a été proposé par la Suisse à l'Agence spatiale européenne pour être le premier d'une classe de très petits télescopes, mais qui doivent être réalisés en très peu de temps. Évidemment, toujours formation d'un consortium avec beaucoup de pays, etc. Et le but de ce petit télescope, c'est justement d'essayer de clarifier la région entre 1 et 10 fois la masse de la Terre, je dirais. Alors évidemment, il ne va pas aller chercher les planètes. Il va utiliser l'information donnée par des tas d'instruments, vitesse radiale au sol, transit au sol, expresso nouveau spectrographe sur le VLT, etc. Gaia, un satellite de l'agence un satellite américain ici, pour nous dire cette étoile a des petites planètes. On ne sait pas s'il y a des transits, mais il y a des petites planètes. Et donc, à ce moment-là, on va les chercher et on va faire confiance qu'il doit y en avoir un certain nombre. Et donc, l'idée, c'est de faire des mesures de haute qualité de la courbe de lumière de toutes petites planètes, à la limite de quelques fois la masse de la Terre. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose d'équivalent. Ici, vous avez le rayon des planètes, ici la masse des planètes du système solaire. Ici, vous avez la Terre et Vénus avec des densités de 5 à peu près. Jupiter et Saturne, c'est presque la densité moyenne de l'eau. Ici, vous avez des planètes d'Uranus, Neptune, qui sont encore avec des densités aussi voisines de l'eau, etc. Il y a évidemment une relation typique entre la composition et la densité moyenne. Si on regarde ce qui existe actuellement dans le domaine des transits qui ont été mesurés, vous avez évidemment cet énorme nuage de Jupiter qui ont été bien mesurés, comme ça. Bon, il pose aussi des problèmes. Hein. Les planètes de glace qui sont par là, et vous avez des trucs incroyables. Vous avez une planète ici qui est autour de 30 fois la masse de la Terre, qui a une densité de 10. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la composition de cet objet-là? Alors qu'à peine plus légère, enfin oui quand même, il y a 0,7, donc très très dilué, etc. Voilà. Donc il y a des gros problèmes au niveau de la physique, la planétologie. Et donc Khéops va essayer de se concentrer. Petit télescope, un tout petit télescope. Et donc on aimerait surtout que Khéops nous renseigne sur les transits, surtout se trouver par Kepler, sont souvent, ça c'est une échelle de luminosité, ça c'est très faible. Ici, la plupart sont des objets très faibles. Les vitesses radiales s'intéressent plutôt à des étoiles brillantes. Et l'ennui, c'est que l'intersection de ces deux n'est pas très grande, il n'y a pas beaucoup d'objets. Donc, l'espoir, c'est que Khéops nous permette de trouver des tas d'objets dans cet objet, des étoiles brillantes. Toujours les gens me disent, est-ce que vous trouvez des étoiles, des planètes très lointaines? C'est les moins intéressantes, les planètes. On ne peut pas faire d'études, continuer d'autres études. Les planètes les plus intéressantes, c'est celles qui sont le plus près de nous, autour d'étoiles les plus proches de nous. Et je vais finir très rapidement pour vous citer qu'il y a un satellite beaucoup plus ambitieux que l'ESA planifie pour 2023, qui s'appelle Plateau, et qui va, avec une batterie de petits télescopes, s'intéresser qu'aux étoiles brillantes, justement. Il va faire de l'astérosismologie, il va étudier la vibration des étoiles pour connaître leur âge, leur rayon et leur composition chimique, voilà, leur métallicité, voilà, et la masse, le rayon et l'âge. Oui. Et puis aussi évidemment sortir les transits. Donc on attend de Plateau le transit, l'astérosismologie pour préciser la nature de l'étoile. On s'intéresse qu'aux étoiles brillantes, ça c'est la luminosité, ça c'est la distance à l'étoile. Donc Plateau espère trouver des objets dans cette région-là. Nous, on devra, enfin nous, mes collaborateurs, parce que je suis trop vieux, mais comment dire, feront les vitesses radiales pour avoir la masse de ces objets. Et donc, on attend des progrès énormes de cette mission dans le domaine dit de la zone habitable. C'est-à-dire que si là, je mets la masse et la distance, ça, c'est
Si c'est une étoile comme le Soleil, la zone habitable, elle est là où se trouve la Terre. Si vous avez une planète, une étoile qui est 3 fois moins légère, plus légère, eh bien, la zone habitable est beaucoup plus près, 10 fois plus près de l'étoile. Et donc, cette zone-là est l'eau où se trouve de l'eau liquide à la surface. Et ceci, vous me dites, pourquoi demander de l'eau? Vous n'allez pas aller faire vos vacances là-bas pour avoir des plages et tout. C'est une exigence fondamentale de la vie. La caractéristique la plus fondamentale de la vie, c'est de pouvoir avoir évidemment la manière de fonctionner avec son environnement, échanger de l'énergie, se protéger de l'environnement, etc. Mais aussi de dire à ses descendants, se reproduire, et dire à ses descendants comment fonctionner, etc. Donc vous devez transférer de l'information d'une génération à l'autre. Or, évidemment, tout le monde sait que c'est le DNA ou l'ADN en français, ce code génétique, cette longue chaîne moléculaire qui code cette information d'une manière incroyable. Mais n'importe quelle ménagère sait que en chauffant les conserves, on tue la vie à partir à peu près de 100 degrés. Donc c'est clair que si vous chauffez le DNA au-delà d'une certaine température qui est de l'ordre de 100 degrés ou un peu plus, ça dépend, vous cassez ces chaînes moléculaires. Et donc la vie n'est plus transmissible au-delà. En dessous de 0 degré centigrade ou un peu plus bas, la chimie devient tellement lente, c'est aussi comme ça qu'on conserve les aliments. Et donc, cette zone de température n'est pas une zone anthropomorphique. Ce n'est pas du tout parce que, on veut de l'eau. L'eau, en plus, c'est un solvant fabuleux pour les réactions chimiques. Mais donc, le fait de chercher des planètes qui sont à la bonne distance, il y a d'autres conditions énormes, comme ça, il ne faut pas qu'elles soient trop légères, trop lourdes, etc. Mais c'est déjà une exigence de base pour que la transmission d'informations d'une génération à l'autre puisse se faire. Alors bon, il y a beaucoup de travaux qui se font pour chercher des jumelles de la Terre, jumelles dans ce sens-là, hein, comme ça. L'ennui, je vous rappelle la difficulté, quand on mesure la vitesse de l'étoile, c'est la vitesse d'une étoile comme le Soleil qui est affectée par les champs magnétiques et tout, ces zones convectives, la matière bouillonne et tout. Vous voulez mesurer ça à quelques centimètres par seconde, la vitesse moyenne, très difficile. Regardez à l'échelle, ça c'est une vraie photo. Hein. L'échelle, ça c'est la Terre ici. Voilà, donc voilà, on voit bien que quand la Terre, soit elle passe dessous, transite, soit quand elle fait bouger l'étoile, eh bien c'est très difficile de mesurer. Néanmoins, je pense que c'est possible. Et actuellement, il y a un instrument qui est en construction pour être installé, une sorte de super spectrographe qui va être connecté, même à la limite sur les 4 télescopes de 8 mètres, on peut tout ramener la lumière. Le but est d'arriver à une précision meilleure que 10 cm par seconde. Et le but, évidemment, c'est la caractérisation des tout petites planètes, sous réserve qu'il faut se rappeler, il y a toutes les difficultés liées à la variabilité des étoiles. Je passe un peu vite là, parce que je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps. Voilà. Donc, évidemment, à long terme, pas pour maintenant, dans une génération, je ne sais pas combien, peut-être plus d'eux, mais la question vaut de la peine, c'est est-ce qu'on peut détecter de la vie? Est-ce qu'on peut rêver de détecter de la vie? Et donc, évidemment, le but, c'est un caillou mouillé, comme ça, pour les raisons que j'ai dit, hein, de l'eau. Alors, je prends volontairement ce terme un peu péjoratif de caillou mouillé pour la Terre. Elle est classée dans les planètes rocheuses, hein, la Terre. Mais non, elle n'est pas rocheuse, regardez la photo. Eh bien, vous prenez une orange, 12 cm de diamètre, vous la trempez dans un baquet d'eau, vous secouez un peu, eh bien, le film d'eau qui reste à la surface, c'est exactement dans la même proportion que les océans à la surface de la Terre. Vous voyez, c'est essentiellement un gros rocher, la Terre. Elle est un peu mouillée à la surface, mais c'est peu. Voilà. Cela dit, hein, je n'ai rien contre cette planète. Alors maintenant, comment peut-on rêver de la détection de la vie? Eh bien, il n'est pas question d'y aller. Il est clair qu'il faut complètement oublier l'idée de dire, oui, vous détectez avec vos télescopes une planète dans la zone habitable, c'est une mauvaise idée de dire on va demander le financement d'une fusée pour y aller. Hein.
L'homme a mis 3 jours pour aller à la Lune. La lumière met 1 seconde pour aller à la Lune. Alors vous prenez 51 Pégase au hasard. Elle est à 50 années-lumière. Il y a 30 millions de secondes par année. 50 ans, ça fait 150 millions de secondes que vous multipliez encore par 3 jours. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est juste pour dire que si vous allez à la même vitesse que les fusées de l'ère Apollo, ça ne va pas. Alors après, vous dites, ah oui, mais il faut avoir confiance, on va accélérer. Le problème, si vous accélérez d'un facteur 2, ce n'est pas très rentable. Hein. Donc vous allez accélérer presque à la vitesse de la lumière. Déjà, si vous allez à la vitesse de la lumière, il vous faudra 50 ans. Hein. Mais comment dire, donc vous allez essayer d'aller près de la vitesse de la lumière. Mais à ce moment-là, le prix à payer en énergie pour accélérer est terrifiant. Il est complètement exorbitant. Il est comparable, si vous voulez aller très près de la vitesse de la lumière, à la totalité de l'énergie produite, consommée sur la Terre en une année. Donc on oublie. En plus, c'est pas drôle hein, de rester dans une enceinte pendant 50 ans. Il faut ralentir hein, après encore pour ne pas arriver trop vite, etc. Donc, je plaisante un peu, mais comment dire, il y a beaucoup de fantasmes qui sont autour de ce genre de choses. Donc, on est conduit à analyser la lumière et détecter la vie à distance. Et c'est possible, c'est pas facile. Si ici, c'est des specs qui ont été faits il y a 30 ans, peut-être par une fusée, qui avait observé la Terre, Vénus et Mars, 3 sœurs, nées en même temps par les mêmes mécanismes, et qui, aujourd'hui, si on fait leur spectre, ça c'est celui de la Terre, celui de Vénus, celui de Mars. La caractéristique, Mars et Vénus, 96% de CO2. La Terre, on en parle beaucoup, on en dit beaucoup de mal du CO2, mais c'est 4/10 millième de CO2. Hein. Donc, comme de la Terre, par comparaison, c'est vraiment rien du tout hein, au niveau du CO2. Par ailleurs, il a eu un rôle fondamental dans le contrôle de la température de la Terre au cours des derniers milliards d'années. Et alors, ici, par contre, il y a une caractéristique fondamentalement différente entre ces 3 planètes. C'est la Terre a 20% d'oxygène, je ne vous apprends rien, et qui est visible à 9,7 microns, donc dans l'infrarouge. Vous avez une très forte transition de l'ozone qui vous permet de mesurer la présence d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre si vous êtes à une certaine distance. Donc ici, oui, je n'ai pas dit de chose, ça c'est la luminosité en fonction de la couleur dans l'infrarouge. Et à 9,7 microns, eh bien, on a cette transition. Donc, si vous analysez la lumière émise, vous faites le spectre de la lumière émise par une planète susceptible d'abriter la vie, eh bien, vous allez vous chercher à voir ceci. Alors, pourquoi vous focalisez sur l'oxygène, 20% d'oxygène? Simplement parce qu'il n'y a pas de phénomène physico-chimique capable de produire suffisamment d'oxygène pour le stocker au niveau de 20% avant qu'il aille l'oxygène n'a qu'une envie, c'est se lier avec les roches. Si vous en faites un tout petit peu à la fois, il va disparaître immédiatement en formant des oxydes des roches. Donc il faut former vraiment beaucoup pour que vous arriviez à avoir une bonne quantité d'oxygène. Et jusqu'à preuve du contraire, le seul mécanisme qui a été identifié, c'est la photosynthèse qui produit cet oxygène. Donc, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est une forte, forte présomption de l'existence de la vie si vous voyez une planète qui a ça. Bon, après, vous pouvez rêver d'autres signatures chimiques, le méthane, certains oxydes d'azote, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est énorme et tout. Voilà, donc, il ne faut pas perdre l'espoir. Elles sont loin, ces exoplanètes, mais potentiellement, on peut faire de l'analyse chimique à distance. Et donc, l'idée qui se cache là derrière, c'est de savoir quelle est la place qu'on doit attribuer à la vie dans l'univers, à savoir, est-ce que la vie est un impératif cosmique? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une formulation qui a été faite par Christian de Duve. C'est comme dire, si vous avez toutes les conditions réunies, il peut y en avoir beaucoup, hein, ça c'est un autre problème, hein. Mais si vous avez la température, la masse de la planète, le champ magnétique, etc.,
Si ces conditions sont réunies, est-ce que la vie a des chances d'émerger? Eh bien, on ne peut pas répondre de manière absolue à cette question aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans le futur observer. Alors, il y a des gens qui travaillent dans les laboratoires et tout, comme ça, mais on est loin de fabriquer une bactérie à partir de rien. Comment dire. Donc, je pense que la meilleure manière de faire, c'est la poursuite, comment dire, de l'observation pour chercher à détecter. Les gens étaient peut-être trop optimistes il y a 10 ans. Ils croyaient qu'on allait faire ça très vite. Moi, je pense que si dans une génération, on a répondu à cette question, ce sera très bien. Et maintenant, je terminerai juste par une petite tournée, mais très rapide, de 3 instruments, 4 instruments, comme ça. D'une part, un télescope de 39 mètres de diamètre qui est en construction au Chili. 39 mètres de diamètre, c'est plus grand que cette salle. Hein. Comme ça, le miroir principal, c'est grand comme ça. Alors, ce n'est pas un monobloc. Hein. Ça, c'est un ensemble d'hexagones qui sont jointifs et qui sont tous usinés à mieux que 1/10 de micron. Oui, donc 1/10 millième de mètre. Hein. Donc, c'est vraiment une très belle surface de verre, comme ça, qui est contrôlée en permanence, quelle que soit l'orientation, la température, etc. Ça, c'est une construction télescope européen qui sera mis d'ici moins de 10 ans en service. Si on regarde où il sera mis, ici vous avez le désert d'Atacama, ici l'observatoire existant de Paranal avec ses 4 télescopes de 8 mètres ici, et ici vous avez le mont Armazones, 2800 mètres d'altitude, qui a déjà été, ils ont coupé le sommet de la montagne pour faire un plateau pour mettre le télescope qui va, dans la construction, va débuter. Ici, vous avez l'interféromètre ALMA que l'on a vu déjà dans son paysage sur l'altiplano. Et quand même, ne pas oublier qu'il y a des choses qui se font dans l'espace. Le successeur du Hubble Space Telescope, le James Webb Space Telescope, planifié pour 2018, un miroir de 6,50 m, donc beaucoup moins que ces géants au sol, mais par contre avec l'avantage colossal d'être au-dessus de l'atmosphère et tout, et en particulier dans l'infrarouge. Comment dire, évidemment, c'est un instrument. Évidemment, le Space Telescope devra travailler pour la cosmologie, pour la physique stellaire et aussi, évidemment, pour les planètes. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Je voulais vous dire, ceux qui ne sont pas encore trop affamés ou trop fatigués sont tout à fait bienvenus de poser des questions et j'essaierai de répondre si je peux. Oui, monsieur. Vu l'intérêt des télescopes spatiaux, pourquoi il n'y a pas plus d'investissement pour le télescope spatial par rapport au télescope terrestre? Je ne sais pas le prix, le budget du James Webb Space Telescope, c'est plusieurs milliards. Donc, en coût, ce n'est pas une question de, comment dire, c'est un projet d'un coût absolument terrifiant, comment dire. Voilà. Et puis la faisabilité, hein. La faisabilité, vous n'avez pas de fusée qui peut envoyer d'un coup un miroir de plus de 6,50 m dans l'espace. Donc, à un moment donné, c'est d'une... Je ne demande pas d'envoyer des miroirs de 6 mètres. Ah oui. Avec un miroir plus petit, comme vous l'avez expliqué, il y a un tel avantage d'être en dehors de l'atmosphère. Il y a un tel avantage d'être en dehors de l'atmosphère pour tout ce que dit l'infrarouge, etc., et la qualité des images, parce qu'il n'y a pas de problème de l'atmosphère. On pourrait penser qu'il y a plus d'intérêt à envoyer même des plus petits télescopes dans l'atmosphère que sur Terre. Apparemment, ce n'est pas le cas, donc c'est ça ma question. Non. Là, il y a une très grande complémentarité entre les deux techniques. Et au sol, vous avez l'avantage, bon, d'une part, du nombre de photons, 39 mètres, et, comment dire, 39 mètres au carré, comment dire, donc beaucoup d'une puissance de collectrice gigantesque, mais à part ça aussi, la capacité de créer de nouveaux instruments avec comment dire, rapidement. Le spatial est terriblement rigide. Le Space Telescope, il est depuis plus de 20 ans dans l'espace. Donc, les instruments ont été figés il y a plus de 20 ans. Voilà. Donc, non, il y a une très grande complémentarité des deux.
Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonsoir. Moi, c'est juste une petite question. Vous avez parlé au début quand on a commencé à parler de planètes extrasolaires dans les années 1940, 1900, 1940. C'est juste pour me donner une précision, parce que nébuleuse planétaire, c'est un mot qui est un peu plus ancien, non? Quand on a commencé à cataloguer en haut les objets, on commençait à parler de nébuleuse planétaire. Alors, d'où ça vient? Comment dire, c'est tout à fait juste. On voyait ces étoiles entourées d'un anneau, et à tort, on a cru que c'était l'endroit qui permettait de la formation des planètes, alors que c'était des étoiles en fin de vie qui éjectaient leur enveloppe. Ça n'a rien à voir avec la notion de planète. C'est purement un abus de langage qui existait au début du XXe siècle. Voilà, donc ça n'a rien à voir comme ça. Mais les gens cherchaient ces nébuleuses. Justement, ils cherchaient à trouver des nébuleuses, mais en fait, c'était pas du tout, c'est un phénomène complètement différent qui était là derrière. Oui, sauf erreur, c'est un des grands-pères, un des pères Slipher, je ne sais plus, de la cosmologie. La question des questions ici. Voilà. Est-ce que, on peut avoir un espoir de voir des lunes de ces exoplanètes? Réponse, oui. Il y a des gens qui les cherchent. Alors, l'idée est extrêmement simple, comme très souvent dans ce domaine-là. Imaginez que le système Terre-Lune, pour illustrer, que le système Terre-Lune tourne autour évidemment, du Soleil et fasse des transits pour quelqu'un qui est dans la bonne direction. Il regarde ce système. S'il n'y avait que la Lune, le calendrier des transits serait un transit tous les 365 jours. Mais, dans la mesure où c'est le centre de gravité du système Terre-Lune qui va être périodique, mais par contre, de temps en temps, la Terre sera en avance ou en retard, et donc l'analyse des erreurs de timing, comme ça, eh bien, vous dira, il y a un corps qui perturbe. Alors, cette technique est déjà utilisée pour détecter d'autres planètes. Donc, on connaît beaucoup de systèmes qui ont des problèmes de retard ou d'avance, soit parce qu'il y a plusieurs planètes qui entrent qui sont gravitationnellement perturbées, ou alors qu'il y a une planète de plus qu'on ne connaissait pas, etc. Il y a des gens qui cherchent les satellites. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de découverte. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Bonsoir. Je ne sais pas si vous l'avez dit en début de conférence, mais est-ce que vous connaissez le nombre d'exoplanètes découverts jusqu'à maintenant? Je ne l'ai pas contrôlé ce matin. Non, ça change sans arrêt. Hein. De temps en temps, ça arrive qu'on met de la date. Il y en a exactement combien aujourd'hui. Bon, d'abord, c'est un peu fallacieux de donner un nombre exact. Pourquoi? Parce que quand il y a toujours un ou deux, il y a un petit peu de déchets dans les années qui suivent. Il y en a des gens qui contestent certains objets. Donc, il ne faut pas s'attacher au chiffre 1 exact près, environ 2000. Alors, il y a 2000, mais il y a un réservoir peut-être à peu près de 3000 candidats qui viennent de Kepler, des objets faibles, apparemment avec des transits, mais on n'est pas sûr tant qu'on n'a pas fait des mesures de vitesse radiale. Pourquoi? Parce que vous avez des faux amis dans cette situation. Un cas typique, vous avez une étoile lointaine, enfin, ce n'est pas une étoile, vous avez deux étoiles tout près l'une de l'autre. Une est une binaire à éclipse, c'est-à-dire qu'elle a un compagnon qui lui tourne autour, qui cache une grande partie de la lumière des étoiles. Alors, ça ferait normalement un contraste comme ça si elle était seule. Un gros contraste. Le problème, c'est que la lumière est combinée avec la voisine, qui n'a rien à voir avec cette histoire, mais qui remplit, qui diminue le contraste. Donc vous croyez que c'est un transit planétaire, alors que c'est une vulgaire deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, mais remplie enfin par la luminosité d'une troisième étoile. C'est un peu tordu, hein, ça. Mais l'ennui, la nature, elle fait des trucs comme ça, hein, de temps en temps. Oui, mais alors, dans ce cas-là, on ne peut pas faire la différence. Enfin, on ne peut pas savoir, et on ne saura peut-être jamais, si c'est une planète ou pas. L'effet Doppler nous renseigne alors immédiatement là-dessus. Ah, d'accord.
Ou alors déjà aussi l'imagerie à très haute résolution. Si vous faites une image à haute résolution, puis vous voyez qu'il y a 2 étoiles. Et encore une autre question, on ne peut détecter les exoplanètes que si elles sont placées dans la bonne position par rapport à la Terre. Par exemple, le transit, si la planète, elle tourne, si le Soleil est comme ça et que la planète tourne comme ça, on verra jamais de transit. Tout à fait. Les transits ne représentent qu'une infime partie de tout comme ça. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas prêt de découvrir tout. Enfin, bon. Non, mais je crois que c'est non plus pas le but. Hein. Comment dire, non, disons, je crois qu'il faut comprendre les mécanismes, mais pas nécessairement vouloir. Il n'y a aucun sens de tous les déceler. Je crois que le problème, il est plutôt de déceler des planètes intéressantes autour des étoiles les plus proches du Soleil. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de faire des mesures complémentaires. Parce que si vous avez une étoile, une planète qui est comme ça, si vous l'éloignez de 10 fois, la distance angulaire diminue d'un facteur 10. 100 fois, c'est comme ça. Donc, évidemment, et puis en plus, ça devient plus faible. Donc, comment dire, il faut des objets proches. Voilà, le moment est venu. Peut-être la toute dernière question, s'il vous plaît. Vous voulez... Je peux courir, merci. Oui, bonsoir. On fait fonctionner sur Terre des télescopes ensemble, comme vous avez montré sur la photo. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire fonctionner dans l'espace plusieurs télescopes à différents endroits de l'orbite pour les faire... Oui, alors, j'en ai pas parlé, mais la manière pour détecter le spectre de la planète et voir la transition de l'ozone, vous tombez sur la même difficulté. Il ne faut pas mesurer la lumière de l'étoile. Donc, vous devez construire un instrument qui permette d'éteindre la lumière de l'étoile pour faire le spectre de la planète. Et le concept instrumental qui a été développé il y a déjà au moins 20 ans, c'est un interféromètre spatial avec 5-6 télescopes qui mesurent en même temps la même étoile et puis qui renvoie la lumière reçue, le signal reçu, à un télescope central qui combine tout ça. Alors, d'une manière imagée, vraiment imagée, hein, comme ça, la lumière, c'est un phénomène ondulatoire. Si vous avez ce télescope-là, j'en prends que 2 par 6, je vais passer demain, mais si vous avez ce télescope-là qui enregistre un signal électromagnétique qui est comme ça, et au même moment, l'autre télescope enregistre un signal électromagnétique qui est la même chose, mais vous vous trouvez par une ruse adéquate, vous changez son signe. Et donc, vous additionnez ceci à ceci, et ça fait 0. Bon, l'intuition nous dit que quand on a 2 télescopes qui combinent leur lumière, ça ne fait pas 0. Et voilà, l'optique est telle que c'est possible. Donc, si vous réglez votre interféromètre pour avoir cette condition-là dans la direction de l'étoile, vous arrivez à éteindre la lumière de l'étoile pour des raisons liées à la nature ondulatoire. Par contre, cette condition, elle est plus réalisée un tout petit peu à côté, où il y a les planètes. Et donc, ça, c'est le concept instrumental qui a été extrêmement étudié, comme ça, qui permettrait de faire des spectres d'exoplanètes dans l'espace. Le prix et la complexité est terrifiante. Vous avez 6 satellites avec des bases de 100 mètres que vous devez régler avec des distances absolument exquises pour pouvoir faire ces conditions-là. C'est un point difficile techniquement, comment dire, qui est en plus cher. Bon, maintenant, ce n'est pas la joie pour certaines agences spatiales. Voilà, donc je suis sûr que ça restera. Il y a d'autres concepts possibles, hein. Il y a d'autres manières de faire, mais ça, c'est en tout cas une des approches instrumentales. Tôt ou tard, ça va être fait. Maintenant, s'il sera dans une génération, peu importe. Hein. Et puis, il y a 2000 ans qu'on attend la réponse à l'affirmation d'Épicure. On peut attendre encore une génération. Hein. Comment dire, c'est pas... Voilà. Ça, c'est... Merci, Monsieur Mayor, pour cette très belle soirée. Infiniment merci. 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 Vous êtes tous invités
à partager un verre de l'amitié avec le professeur Mayor. Ce n'est pas du vin du Chili, mais c'est du vin d'Alsace. Ah bon, c'est aussi bien.